Je me tiens devant la fenêtre de ma cuisine, une tasse de café en céramique réchauffant mes mains contre le froid de novembre qui s'infiltre à travers la vitre. La routine matinale que j'ai perfectionnée au cours de 5 années d'indépendance professionnelle s'effondre dès que mon regard descend vers la place de parking 34B, vide. L'endroit où devrait se trouver mon Subaru Outback vert forêt de 2022 me renvoie son absence, le béton taché d'huile me narguant dans son dénuement. Je cligne des yeux, repose ma tasse et me penche plus près de la fenêtre comme si la proximité pouvait faire réapparaître le véhicule dont j'ai effectué le dernier paiement la semaine dernière. Ma première pensée est logique, je me suis garé ailleurs. Mais non. Je me souviens très bien d'être rentré à 18h hier après la visite du chantier, avoir attrapé mon portfolio sur le siège passager, puis le petit bip satisfaisant de l'alarme qui se verrouille. L'immeuble n'autorise pas le stationnement dans la rue durant la nuit. Et tout remorquage doit être signalé. Mon téléphone semble peser une tonne quand j'appelle le syndic. Ici Florence Wilson, en 4B. Ma voiture a disparu de ma place. Je vérifie le registre de la nuit. Clic de touche. Aucun remorquage autorisé pour votre emplacement, mademoiselle Wilson. Vous devriez signaler le vol à la police. Les mots tombent dans mon ventre comme des pierres. Je remercie, je raccroche et j'appelle immédiatement ma mère, certaine que Meryl partagera mon inquiétude, me réconfortera, proposera d'appeler la police avec moi. Bonjour ma chérie, dit-elle d'une voix étonnamment joyeuse. J'allais justement t'appeler. Maman, on m'a volé ma voiture. Elle a disparu de ma place. Oh ma chérie. Calme-toi. On l'a donnée à Griffin. Il en a plus besoin que toi. Ma main se crispe sur le téléphone jusqu'à blanchir mes jointures. Vous. Quoi? Il vient juste de récupérer son permis après cette petite suspension ridicule. Warren est passé ce matin avec le double des clés que tu nous avais données. Griffin a cet entretien chez Kellerman, de l'autre côté de la ville, tu sais bien comme les bus sont peu fiables. On s'est dit que tu es tellement débrouillarde. Tu trouverais une solution. Tu trouves toujours. Le ton désinvolte déclenche quelque chose au fond de ma poitrine. Un souvenir remonte, sans prévenir, j'ai 17 ans. La lettre d'admission au programme d'été prestigieux de Whitmore Architecture à la main. 2000 $. Mes parents en face de moi à la table de la cuisine. Warren secouant la tête. On ne peut pas, ma chérie. Tu comprends. J'ai compris. J'ai avalé ma déception comme un médicament en me répétant qu'ils faisaient de leur mieux. 7 jours plus tard, la console de jeu de Griffin tombe, mystérieusement, en panne. Warren conduit 2 heures jusqu'au magasin spécialisé, revient avec un PC gamer sur mesure. Je vois le reçu par accident en sortant les poubelles. 2500 $. Il était tellement triste, m'a expliqué Meryl quand je suis resté figé devant la nouvelle installation. Toi, tu es la responsable. Tu comprends. Et j'ai compris. J'ai toujours compris. La responsable. Celle qui s'adapte. Celle qui n'a jamais besoin de ce dont Griffin a besoin, parce que je suis plus capable. Mon téléphone vibre de messages alors que je reste immobile dans ma cuisine 13 ans plus tard. De Meryl, ne sois pas égoïste. De Warren, ce n'est qu'une voiture. La famille s'entraide. De ma tante Catherine, ta mère dit que tu es contrarié? Tu ne vas pas gâcher la chance de Griffin, si? Mes mains tremblent tandis que je fais des captures d'écran. Méthodiquement. Avec soin. Puis j'allume mon ordinateur. Je télécharge tout dans mon cloud. Les tremblements cessent. Mon esprit se cristallise autour d'une seule pensée. Pas cette fois, murmurai-je à mon appartement vide. Je pense à la manipulation soignée de Meryl. À la façon dont elle m'a appelé capable tout en me volant. Au rôle de Warren, l'homme qui a traversé la ville à l'aube pour prendre ce qui m'appartient. Estelle va bientôt appeler, je le sais, sa voix dégoulinant de déception au nom des valeurs familiales. Et Griffin? Griffin qui a perdu son permis pour conduite en état d'ivresse. Qui n'a pas eu de travail depuis 3 ans. Qui suppose que le monde lui doit tout ce dont il a besoin. Ils ont planifié ça. Conserver mon double de clés. Attendu. Persuadé que je céderai comme toujours, parce que c'est ce que Florence fait. Je sacrifie. Je comprends. Je m'arrange. Je reprends mon téléphone. Mes doigts ne tremblent pas quand je compose le numéro. 911,
quelle est votre urgence? Je voudrais signaler le vol d'un véhicule, dis-je, la voix aussi solide que l'acier. J'ai les noms des auteurs et des aveux écrits. Ce sont mes parents. L'agent Miller arrive chez moi à 9h15, exactement 90 minutes après mon appel. Plus jeune que je ne l'imaginais, début trentaine, l'expression neutre sûrement utile pour gérer les drames familiaux déguisés en plainte pénale. J'ai tout préparé sur la table, dossier, ordinateur ouvert, téléphone chargé et déverrouillé. Mademoiselle Wilson? Il sort un carnet. Vous signalez un vol de véhicule? Mon Subaru Outback 2022. Vers forêt. Place 34B. Je fais glisser le titre de propriété vers lui. Comme vous voyez, je suis l'unique propriétaire. Ses sourcils se haussent légèrement. La plupart des gens ne gardent pas leur titre de voiture sous la main. Mais j'organise mes documents importants dans des dossiers étiquetés depuis la fac, une habitude qui va enfin servir. Et vous pensez que vos parents l'ont pris? Je ne le pense pas. Je le sais. Je tourne ma tablette vers lui, document d'assurance où je figure comme seule conductrice, 5 années de paiement depuis mon compte personnel, défilement de mon appli bancaire. Paiement final effectué le 8 novembre. La semaine dernière. Miller note sans s'arrêter. Et ils avaient accès aux clés. J'avais donné un double à ma famille pour les urgences. Le mot a un goût amer maintenant. Les vraies urgences. Pas un détournement pour soutenir l'énième fiasco de mon frère. Je lui montre les captures d'écran. Les messages de Meryl brillent comme des aveux, on l'a donné à Griffin. Il en a plus besoin que toi. Vos parents admettent l'avoir prise? S'étonne Miller. Écrit noir sur blanc. Plusieurs fois. Je fais défiler les preuves. Ma mère a orchestré l'affaire. Mon père, Warren, a physiquement pris le véhicule avec ce double. Et ils ont présenté Griffin comme une victime sans défense à sauver. Il vient de récupérer son permis après 2 ans de suspension pour conduite en état d'ivresse. Le stylo de Miller court plus vite. Et votre frère savait que le véhicule ne lui appartenait pas? Griffin sait que j'ai payé cette voiture comme il sait que le soleil se lève à l'est. Il s'en moque. Je montre d'autres messages. En quelques minutes, ma famille élargie s'est liguée pour me faire pression. L'agent me regarde longuement. Pourquoi ne pas simplement demander qu'on vous la rende? La question vise juste. Parce que demander implique une négociation. Ce n'est pas un désaccord sur un objet emprunté. C'est le vol d'un bien de 30 000 $ par des gens persuadés que j'aurais trop peur du drame familial pour faire respecter mes droits. Mon téléphone vibre. Mon patron, David. Je m'excuse et m'isole dans ma chambre. David, vraiment désolé, je vais avoir plusieurs heures de retard. Que se passe-t-il? Tu n'annules jamais. La honte me brûle. Ma voiture a été volée. Par mes parents. Pour mon frère. Je suis en train de faire une déposition. Silence de 3 battements. Jésus, Florence. Prends le temps dont tu as besoin. On peut t'aider? J'ai la présentation client à 14h, Riverside Développement. La commission de promotion se réunit jeudi. Ce n'est vraiment pas le bon moment pour on peut repousser. Ta famille vient de commettre un délit. On gère. Je raccroche avant que les larmes ne montent. Quand je reviens, Miller examine les messages. Votre mère utilise le mot « donner » à plusieurs reprises, remarque-t-il. Elle choisit ses mots. Donner sonne généreux. Voler sonne criminel. Je me rassieds, les mains stables. Mais la loi se fiche de ses choix. Le titre de propriété, lui, parle. Les paiements aussi. Et le fait que personne ne m'ait demandé la permission. Message de Chloé Jenkins, j'arrive. 20 minutes. Ne prends surtout pas le bus. Un soulagement immense m'envahit. Chloé, architecte junior, 7 ans de moins que moi mais 10 fois plus stable émotionnellement que toute ma famille. Dépendre d'une collègue pour aller travailler, comme si j'avais 16 ans, me serre la mâchoire. Miller referme son carnet. Honnêtement, les affaires de vol en famille sont complexes. Mais vous avez tout ce qu'il faut pour une condamnation, titre, paiement, aveu. Il marque une pause. Vous êtes sûr de vouloir engager des poursuites contre vos parents? Je veux engager des poursuites contre toutes les personnes impliquées. Griffin, pour avoir conduit un véhicule volé. Warren, pour l'avoir pris.
Meryl, pour complicité. Chaque nom tombe comme un coup de marteau. Ce n'est pas une histoire de voiture. C'est 30 ans à me faire comprendre que mes limites n'existent pas parce que je suis celle qui comprend. Compris. Il se lève. Je vais déposer le rapport. La description du véhicule sera immédiatement diffusée. Si votre frère est contrôlé. Quand il sera contrôlé, corrigez-je. Griffin conduit comme si le code de la route était une suggestion. Donnez-lui 6 heures. Après son départ, je reste seul dans ma cuisine. Mon café est froid. La lumière du matin s'est déplacée, n'éclairant plus autant la place vide. En 12 heures, je suis passé de fille dévouée à destructrice de famille dans leur récit. Mon téléphone vibre. Chloé encore, elle arrive. Je prends mon sac de travail, verrouille mon appartement et la retrouve au bord du trottoir. Sa Honda Civic tourne au ralenti, chaude et rassurante, NPR diffusant doucement dans les haut-parleurs. Je m'installe côté passager, et la réalité me frappe. On me conduit au travail, comme un enfant, comme quelqu'un sans ressources ni autonomie. Première fois qu'ils font ça, demande Chloé doucement en s'insérant dans la circulation. Je ris, un rire amer et tranchant. Première fois que je ne les laisse pas faire. La clarté se cristallise complètement à cet instant. Il ne s'agissait jamais de transport. Il s'agissait de respect. De savoir si j'avais assez d'importance pour qu'on me demande avant que mes biens ne soient redistribués à quelqu'un qu'ils estiment davantage. Je poursuis les 3, dis-je à voix haute, goûtant les mots. Chloé ne cligne même pas des yeux. Bien. Tu veux que je sois témoin? Je peux témoigner de ta détresse quand tu as appelé. Tu le ferais? Florence, tu m'as conduite à l'hôpital à 2 heures du matin quand j'avais une appendicite l'année dernière. C'est le minimum que je puisse faire. Quand nous atteignons le bureau, la police a déjà émis le bolo. Subaru Outback 2022 vert forêt. Plaque enregistrée. Dossier complet transmis au bureau du procureur. Une petite victoire. Mais elle est à moi. L'embuscade dans le hall a lieu à 12h30. Je révise des calculs structurels pour le projet Riverside quand Chloé apparaît à mon bureau, l'expression crispée. Florence, ta mère est en bas. Mon estomac se noue. Quoi? Elle est dans le hall, elle exige de te voir. Chloé baisse la voix. La sécurité a été appelée. Elle fait du scandale. Je sauvegarde mon travail avec des mains qui veulent trembler mais restent immobiles. La descente en ascenseur paraît à la fois éternelle et trop brève. À travers les portes vitrées, je vois déjà Meryl au centre de notre hall en marbre, sa voix résonnant dans cet espace conçu pour le calme professionnel. Comment as-tu pu? Elle s'adresse à l'accueil mais projette sa voix pour que tout le monde à 15 mètres entende. Appeler la police contre sa propre famille. Mes collègues se figent. Sarah de la comptabilité reste immobile près de la machine à café. 2 jeunes architectes que je mentorais restent près de l'escalier, le visage marqué par un embarras pur et second main. Tu vas mettre ton frère en prison. La performance de Meryl atteint son paroxysme quand je franchis les portes. Monstre. Maria, la réceptionniste qui se souvient toujours de ma commande de café, regarde entre Meryl et la sécurité avec un évident désarroi, la main proche du téléphone. Robert, notre agent de sécurité, s'avance depuis son poste, l'incertitude inscrite sur son visage marqué par les années. Tous mes instincts développés en 30 ans me crient de me recroqueviller. M'excuser. Faire cesser ça. Faire taire tout le monde. Au lieu de cela, je marche droit vers elle. Mes talons claquent sur le marbre dans le silence soudain. La performance de Meryl vacille quand elle me voit, puis reprend de plus belle. Florence, ma chérie, il faut qu'on parle d'eux. C'est mon lieu de travail. Ma voix reste posée, professionnelle. La voix que j'emploie avec des clients difficiles. Je ne regarde pas mes collègues. Je regarde Robert. Veuillez escorter cette femme dehors. Elle est en infraction. La bouche de Meryl s'ouvre. La surprise vraie traverse son visage. Elle attendait des larmes, une dispute, l'ancienne Florence qui l'aurait précipitée dehors, désespérée de contenir les dégâts. Tu ne peux pas être sérieuse. Sa voix perd son côté théâtral, devient nette. Réelle. Je suis ta mère. Et ceci est une propriété privée où je suis employé. Je me tourne vers Maria.
Veuillez noter que Meryl Wilson n'est pas autorisée à me rendre visite ici. La sécurité doit la faire sortir immédiatement si elle revient. Robert agit avec fluidité, guidé par des décennies d'expérience. Madame, je dois vous demander de quitter le bâtiment. Florence. Le cri de Meryl me suit tandis que je me retourne vers les ascenseurs. C'est ridicule. Nous t'avons élevé mieux que ça. Je ne réponds pas. Ne me retourne pas. Les portes d'ascenseur ferment sur sa voix, encore résonnante dans le hall, coupée en plein milieu de l'accusation. Mes mains commencent à trembler dans l'ascenseur qui monte. De retour à mon bureau, je m'attends à des chuchotements. Jugement. Au lieu de cela, Anna, du groupe des jeunes architectes, apparaît à mes côtés en quelques minutes. Mon père a volé mon identité quand j'avais 22 ans. Elle baisse la voix. Il a ouvert des cartes de crédit à mon nom. J'ai dû le poursuivre pour régulariser la situation. Je la fixe. Anna au sourire éclatant et aux photos parfaites de famille sur son bureau. Parfois, la famille, ce sont juste des gens qui te font du mal, continue-t-elle. Tu as fait ce qu'il fallait. Toute l'après-midi, il continue d'arriver. Tom raconte sa sœur qui a emprunté $5000 et disparu. Maria parle du problème de jeu de son frère qui a failli lui coûter sa maison. Des histoires surgissant comme l'eau dans les fissures, chacune une petite preuve que je ne suis pas seul. À 15 heures, notre associé principal, Richard Morrison, apparaît à mon bureau. Mon estomac se serre. Florence, un mot ? Son bureau donne sur la rivière. Fenêtre du sol au plafond, mobilier élégant, l'espace où les carrières se font ou se défont. Il désigne le fauteuil en cuir en face de son bureau. J'ai entendu parler d'un incident au travail aujourd'hui. Oui, ma voix reste calme. Ma mère a pénétré illégalement. La sécurité a géré correctement. Richard m'observe par-dessus ses lunettes de lecture. Chloé m'a dit que tu avais des problèmes familiaux. Vol de véhicule ? La chaleur remonte dans mon cou. Je suis désolé que cela ait affecté mon travail. Tu t'excuses. Il se penche en arrière. Florence, tu as fait évacuer quelqu'un qui perturbait notre bureau. C'est exactement ce que tu devais faire. Il marque une pause. Je suis plus concerné par toi. Prends le temps qu'il te faut. Ton travail parle pour toi. La tension dans ma poitrine se relâche légèrement. Merci. Le projet Reverside peut attendre quelques jours si nécessaire. Les crises familiales passent avant tout. Le retour à mon bureau est différent. Plus léger. Chloé a organisé une livraison de déjeuner du bistrot du coin pour que je n'ai pas à sortir. L'IT passe pour bloquer les numéros de ma famille sur le téléphone professionnel. De petites protections construisant un mur entre ma vie professionnelle et le chaos qui tente d'y pénétrer. L'appel arrive à 16h45 depuis le portable personnel de Warren, le numéro que je ne peux pas encore bloquer sans paraître paranoïaque. Tu as perdu la tête, son hurlement me fait décrocher le téléphone. Plusieurs collègues regardent. Je me dirige vers la petite salle de réunion, ferme la porte. Déchirer cette famille pour une voiture ? Tu as volé ma voiture. On l'a empruntée pour ton frère. Tu vas le mettre en prison. Il a volé ma voiture, alors qu'il était en probation. C'est sa responsabilité. Après tout ce qu'on a fait pour toi, la rage de Warren déforme sa voix, on t'a soutenu toutes ces années. Mis un toit sur ta tête. De la nourriture dans ta bouche. Cite un seul moment. Les mots sortent froids. Certains. Un moment précis où tu m'as soutenu en tant qu'adulte. Silence au bout du fil. Je attends. La clé de secours. Il finit par balbutier. On l'a gardé pour les urgences. Et on s'en est servi pour commettre un vol. Autre chose ? Plus de silence. Sa respiration lourde et frustrée. Je vais dire à tout le monde que tu as perdu la tête. Il menace. Toute la famille. Cousins, tantes, oncles. Ils sauront ce que tu as fait. Vas-y, je suis surprise de ma voix calme. Dis-leur que j'ai signalé un crime. Je suis sûr qu'ils seront fascinés. Je raccroche avant qu'ils ne répondent. Chloé me ramène chez moi, refusant mes protestations. Dans le hall de mon immeuble, le responsable, Monsieur Patel, m'arrête. Mademoiselle Wilson, j'ai les images de sécurité de ce matin si besoin.
Un homme correspondant à la description de votre père était là vers 6 heures. Merci. Je récupérerai les coordonnées du détective. À l'étage, Madame Patterson du 4C me croise dans le couloir. J'ai vu ton père ce matin, ma chère. Il avait l'air en colère. Tout va bien? L'inquiétude sur son visage marqué par le temps me bouleverse presque. Ça va. Merci de demander. 1 heure après mon retour, Rachel arrive aussi. Collègue de fac, diplômée en droit, actuellement avocate d'entreprise. Elle a apporté du vin et des plats chinois à emporter. Chloé m'a envoyé un message. Rachel me tend un verre. J'ai un avocat en défense pénale pour toi. Ancien procureur. Elle va dévorer ta famille. Mon téléphone vibre. Un groupe se forme. Team Florence. Chloé, Rachel, Anna, Maria. Messages de soutien affluent plus vite que je ne peux les lire. Je ne suis plus seul. L'appel de l'officier Miller arrive à 18h47. Mademoiselle Wilson, je pensais que vous voudriez une mise à jour. Votre frère a été arrêté à 80 miles dans une zone de 55 il y a environ 1 heure. Mon verre de vin suspendu à mi-chemin vers mes lèvres. Le véhicule a été saisi. Il est en garde à vue. La voix de Miller porte une satisfaction sombre. Excès de vitesse dans un véhicule volé alors qu'il était en probation pour conduite en état d'ivresse. Son taux d'alcool était de 0,02, violation de tolérance 0. Tout en moi se fige, concentré. Vos parents sont listés comme co-conspirateurs selon votre dossier. Le bureau du procureur est très intéressé par cette affaire. Après l'appel, je reste seul à examiner les relevés bancaires, calculer les frais de saisie que j'ai payés, $1150, le remorquage, mon Uber du matin, la réunion client manquée que Richard a gentiment reprogrammée. Je sors un nouveau carnet. Commence à documenter. Florence pèse chaque coup, chaque conséquence, chaque message qui continue d'inonder son téléphone depuis les numéros familiaux qu'elle n'a pas encore bloqués. Le nom d'Estelle apparaît sur l'écran, son doigt hésite au-dessus du bouton pour refuser l'appel. L'ancienne Florence aurait répondu, aurait encaissé la culpabilité, la déception dans la voix de sa grand-mère. Elle laisse sonner, capture l'appel manqué, l'ajoute aux autres. Des preuves. Tout est une preuve. Le téléphone se tait. Elle se verse un autre verre de vin et retourne à ses calculs. Ils voulaient la guerre, ils auront la documentation. Le lendemain matin, l'appel arrive à 8 heures précises. Elle est déjà réveillée, son café refroidissant dans la main, passant une dernière fois en revue son dossier. Le numéro du tribunal s'affiche. Mademoiselle Wilson? Ici l'adjoint du procureur Peterson. Sa voix transporte un scepticisme presque palpable. Florence se redresse à sa table, pose sa tasse avec soin. Merci d'avoir appelé. Je dois l'admettre, répond Peterson, en 15 ans de carrière je n'ai jamais vu quelqu'un demander des poursuites criminelles contre ses propres parents. Le silence s'étire, attendant qu'elle recule, qu'elle rit nerveusement, qu'elle dise que tout n'est qu'un malentendu. Elle reste muette. Vous comprenez ce que vous demandez? Poursuite complète pour vol de véhicule. Contre votre père et votre mère. Ils ont volé un bien de $30 000 depuis ma place de parking attitrée, en utilisant une clé que je leur avais confiée pour les urgences. Sa voix ne tremble pas, ils ont permis à un probationnaire de prendre ce véhicule et de conduire en état d'ivresse. Faites votre travail, monsieur Peterson. Le silence change de nature. Quand il parle à nouveau, son scepticisme s'est mué en autre chose, de l'intérêt. J'aimerais que vous veniez. Apportez tout ce que vous avez. Son téléphone vibre à peine l'appel terminé, Estelle encore. Elle laisse filer vers la messagerie. 3 autres appels suivent, oncle Robert, tante Catherine, cousine Sarah. Le message vocal d'Estelle se lance automatiquement, Florence Elizabeth Wilson. Je suis profondément déçu. Tes parents ont fait une erreur, mais la famille pardonne. Cette vindicte ne te ressemble pas, le texto de Robert arrive, ta mère est dévastée. Ça vaut vraiment la peine de détruire la famille. Capture, dossier, preuve campagne de pression familiale, désormais 17 éléments. Chaque message culpabilisant, chaque accusation, chaque tentative de la transformer en bourreau parce qu'elle refuse d'être la victime. Une notification Facebook de Sarah, priez pour les familles déchirées par la cruauté. Certains préfèrent l'argent au sang. Triste. Capture.
Sauvegarde. Pas de commentaires, pas de réaction. Uniquement des preuves de leur offensive coordonnée. Le téléphone sonne encore. Meryl, cette fois. Florence hésite, puis répond en haut-parleur, l'application d'enregistrement déjà lancée. Tu dois arrêter cette folie immédiatement. Tu te rends compte de ce que tu fais à ton père? À Griffin? Je sais exactement ce que je fais. Tout ça pour une voiture, Florence. Tu vas envoyer ton frère en prison pour une voiture? Non, maman. Griffin va en prison parce qu'il a conduit ivre. Encore. Et vous êtes inculpé parce que vous avez commis un vol. Ce sont vos choix, pas les miens. Silence, respiration lourde. Puis sa voix se glace, tu vas le regretter. Toute la famille sait ce que tu fais. Tu finiras seul. Je l'étais déjà, répond-elle avant de raccrocher. 2 heures plus tard, elle est dans le bureau de Peterson. Son dossier couvre la moitié du bureau, relevé bancaire prouvant 5 ans de paiement, document d'assurance montrant qu'elle est seule propriétaire, capture où Meryl admet avoir pris le véhicule, journaux d'appel prouvant qu'ils n'ont jamais demandé la permission. Peterson tourne page après page, son expression glissant vers une forme d'admiration. Vous avez pratiquement fait notre travail. Je suis architecte. Documenter, c'est mon métier. À l'arrestation de Griffin, les sourcils du procureur se lèvent, alcoolémie de 0,02, violation de tolérance 0. 3e violation, précise-t-elle. Les 2 premières étaient techniques. Celle-ci entraîne une peine obligatoire. Il la regarde vraiment, voyant la femme qui a bâti un dossier irréprochable contre sa propre famille. Les messages de vos parents sont quasi des aveux. Et votre frère s'est incriminé tout seul dans un appel enregistré. Je sais. Je l'ai écouté. Elle entend encore la voix pâteuse de Griffin, tu sais que j'avais besoin de cette voiture. T'as de l'argent. Une suffisance si épaisse qu'elle lui restait en travers de la gorge. Nous pouvons inculper les 3, vol de véhicule, conspiration, aide à un probationnaire. Mais êtes-vous certaine que c'est ce que vous voulez? Elle pense au programme d'architecture qu'elle n'a jamais pu intégrer, au PC de gaming apparu quelques jours plus tard, à 13 ans de sacrifice et d'abus d'autorité. J'en suis certaine. Alors nous procéderons. Préparez-vous, ça va devenir plus laid avant de s'améliorer. Il n'a aucune idée de ce qu'elle a déjà vécu. À la fourrière, elle paie $1150. En traversant le terrain, elle voit sa Subaru, affaissée, souillée. L'odeur d'alcool rassis, de fumée, de graisse. Intérieur ravagé, brûlure de cigarettes, déchets partout, 400 miles ajoutés, réservoir vide, voyant d'huile allumée. Elle photographie tout, angle par angle. Ce n'est plus seulement sa voiture, c'est une pièce à conviction. Le téléphone sonne, la prison. Elle accepte en silence. La voix de Griffin, tendue, exige, tu dois arranger ça. J'avais besoin de cette voiture. Tu as de l'argent. Je devais aller à un entretien. Bon, j'ai été viré il y a 6 mois, mais j'avais une chance. Mensonge. Encore. Les 400 miles prennent sens, il allait voir son dealer. Dis quelque chose. Tu peux pas laisser faire ça. On est une famille. Griffin. Tu as volé ma voiture en probation et tu as conduit ivre. Parents compris. Ce sont les conséquences. Tu vas le regretter quand je sortirai. Elle raccroche. Preuve de plus. Estelle rappelle le soir, parents qui ne se parlent plus, accusation mutuelle. Tu déchires la famille. Non, grand-mère. Ils l'ont déchiré quand ils m'ont volé. Je refuse juste de faire semblant. Elle boit un verre d'eau, regarde sa place 34B où sa Subaru est enfin revenue. Les notifications affluent, nouvelles accusations, nouvelles preuves. Peterson appelle à 19 h, ils veulent un accord. Quelles conditions? Elle sort sa liste de 3 pages, restitution, reconnaissance publique, conditions de probation, interdiction de contact, et surtout le respect qu'on ne lui a jamais accordé. Je vous les envoie. Je veux chaque mot exact. Parce que ça n'a jamais été vraiment à propos de la voiture. 2 semaines passent avant la date d'audience. À 8h45, elle se tient dans le hall de marbre, observant le panneau des salles, bien qu'elle sache parfaitement où se trouve la 3B. Mon avocate, Patricia Hernandez, se tient à mes côtés, consultant ses notes.
Elle a valu chaque centime de son honoraire. Florence. La voix de Meryl transperce le murmure matinal des avocats et des prévenus. Je ne me retourne pas. La main de Patricia effleure mon coude, un rappel silencieux que je n'ai pas à répondre. Florence, regarde-moi. Nous sommes toujours tes parents. Maintenant je me tourne. Meryl semble plus petite, son habituel raffinement terni. Warren se tient derrière elle, les bras croisés, le visage figé dans cette expression obstinée que je connais trop bien. Griffin s'affale contre le mur, 26 ans et dégageant une morosité adolescente. Tu regretteras ça pour toujours, dit Warren. Pas exactement une menace. Une déclaration, comme s'il énonçait un fait inévitable. Griffin se détache du mur. Je suis ton frère. Comment peux-tu me faire ça? Sa voix se brise sur le dernier mot. Une fraction de seconde, quelque chose se serre dans ma poitrine. Puis je me rappelle ma place de parking vide. La cigarette brûle dans mon siège. 400 miles sur mon compteur en une seule journée. Patricia s'interpose. Ma cliente n'a rien à te dire. Je te suggère de garder tes paroles pour le juge. Elle me guide vers les portes de la salle d'audience. Je ne me retourne pas. À l'intérieur, les bancs se remplissent de visages familiers. Estelle est assise au premier rang de leur côté, essuyant ses yeux avec un mouchoir. Oncle Robert. Tante Catherine. Cousine Sarah, qui avait publié ce discours sur la loyauté familiale sur Facebook. Ils sont tous là, un front uni de liens de sang qui n'ont jamais demandé mon point de vue. Je m'assois seul de mon côté. Juste moi et Patricia. Le vide devrait sembler solitaire. Au lieu de cela, il est pur. La juge Margaret Torres entre à 9h pile. Elle est plus jeune que je ne l'imaginais, peut-être 50 ans, cheveux gris acier tirés sévèrement en arrière. Son expression suggère qu'elle en a déjà assez des affaires de drames familiaux. Numéro de dossier 2024 CR 8847. Le greffier annonce l'état contre Griffin Wilson, Meryl Wilson et Warren Wilson. L'adjoint du procureur Peterson se lève. Votre honneur, les prévenus ont accepté un arrangement de plaidoyer global avec des conditions spécifiques établies par la victime. La juge Torres regarde par-dessus ses lunettes. C'est l'affaire de vol de véhicule impliquant des membres de la famille? Correct, votre honneur. Le frère de la victime a volé son véhicule payé, avec l'aide des deux parents. Les prévenus souhaitent plaider coupable d'infractions moins graves en échange de l'exécution des 3 conditions de la victime. J'écoute. Peterson fait signe à Griffin. Premièrement, le prévenu principal doit plaider coupable de vol, et non d'usage non autorisé d'un véhicule. Deuxièmement, il doit lire une déclaration préparée reconnaissant le crime en audience publique. Troisièmement, les co-prévenus doivent plaider sans contestation et payer l'intégralité de la restitution de $1150 dans les 24 heures. Les 3 acceptent 12 mois de probation et une interdiction de contact avec une pénalité de $5000 par violation. La juge Torres examine les documents. La salle retient son souffle. Je sens le regard brûlant de Meryl dans mon dos. Ces termes semblent raisonnables compte tenu des circonstances, dit enfin la juge. Monsieur Griffin Wilson, veuillez vous lever. Griffin se lève lentement. Son avocat commis d'office lui murmure quelque chose, mais Griffin secoue la tête. Il sort un papier plié de sa poche, les mains tremblantes. Lisez la déclaration, ordonne la juge Torres. Griffin s'éclaircit la gorge. 1 fois. 2 fois. Moi, Griffin Wilson, j'admets avoir volé la Subaru Outback 2022 de ma sœur. Sa voix est à peine audible. La juge se penche en avant. Plus fort, s'il vous plaît. Moi, Griffin Wilson, j'admets avoir volé la Subaru Outback 2022 de ma sœur. Plus fort maintenant, mais humilié. Je savais que la voiture n'était pas à moi et je l'ai prise sans sa permission. Je savais que cet acte était un vol. Le mot « vol » reste coincé dans sa gorge, pas « emprunté ». Pas « utilisé ». Vol. Le mot précis qui importe. Le mot qui rend ça réel. Les sanglots de Meryl résonnent dans la salle. Je ne me retourne pas. Ces larmes ne sont pas pour moi. Elles sont pour elle-même, pour l'image respectable qui s'effondre autour d'elle. Warren et Meryl Wilson s'approchent du banc. Mes parents se tiennent côte à côte. La mâchoire de Warren se serre si fort que je vois le muscle sauter.
Meryl continue d'essuyer ses yeux, jouant le chagrin pour un public. Vous êtes accusé en tant que co-conspirateur dans ce vol, dit la juge Torres. Son ton s'est refroidi de plusieurs degrés. Comment plaidez-vous? Sans contestation, grogne Warren. Sans contestation, murmure Meryl. Restitution de $1150 ordonnée, à verser dans les 24 heures. 12 mois de probation pour chacun avec contrôle mensuel. Et soyez clairs, la juge retire ses lunettes, les regardant droit dans les yeux. Les parents qui volent leurs enfants méritent toutes les conséquences qu'ils reçoivent. Cette cour ne voit aucune différence entre vos actes et ceux de criminels ordinaires. Vous avez utilisé une position de confiance pour commettre un vol. Cela rend la faute plus grave, pas moins. Le visage de Warren devient d'un rouge profond. La rage et la honte se disputent le dessus dans son expression. Le masque de Meryl glisse une seconde, et je vois une véritable fureur. Pas de remords. Pas de regret. Juste de la colère d'être tenu responsable. Griffin vacille légèrement, comprenant enfin que ses parents ne peuvent pas le sauver de cela. Que leur protection a des limites. Que les actes ont des conséquences. Je reste parfaitement immobile, les mains croisées sur mes genoux. Patricia presse doucement mon épaule. Derrière moi, les témoins familiaux se déplacent et murmurent. Le mouchoir d'Estelle tombe en silence. Oncle Robert ne croise pas mon regard lorsque je me retourne. Cousine Sarah regarde son téléphone, probablement en train de supprimer son post Facebook. Ils ont entendu les preuves. Ils ont entendu les mots du juge. Ils ne peuvent pas les désentendre. Le greffier annonce l'affaire suivante. Nous sommes dispensés. Je passe devant ma famille sans un mot. Dehors, je respire l'air de novembre qui a le goût de liberté. 3 jours plus tard, un coursier livre une enveloppe. À l'intérieur, un chèque de $1150. L'écriture de Meryl sur la ligne de mémo se limite à « Pour Florence ». Non, désolé. Aucun aveu d'erreur. Juste mon nom. Comme si c'était un cadeau d'anniversaire au lieu d'une restitution ordonnée par la cour. Je le dépose électroniquement, ajoute l'enveloppe à mon dossier de preuves. Ce soir-là, Rachel apporte du vin à mon appartement. Nous nous asseyons sur mon canapé, mes clés de voiture visibles sur leur nouveau crochet près de la porte. « Comment te sens-tu » demande-t-elle. Triste, j'avoue. Sous la satisfaction. C'est étrange? Pas du tout. Rachel remplit mon verre. Ils ont fait leur choix. Et j'ai fait le mien. À travers la fenêtre de ma cuisine, je vois la place de parking numéro 34B. Ma Subaru y est, le verrou du volant brillant sous le réverbère. Elle sera là demain matin. Et le matin d'après. Personne ne viendra la prendre. 8 mois passent avant que je réalise que j'ai arrêté de vérifier mon téléphone à chaque sonnerie. Le nœud qui se formait dans mon estomac lorsqu'un numéro inconnu apparaissait? Parti. Je me tiens à ma fenêtre un dimanche matin. Le même endroit où tout a commencé. La même tasse en céramique réchauffant mes mains. Mais maintenant, quand je regarde la place de parking numéro 34B, ma Subaru vert forêt est exactement là où je l'ai laissée. Le verrou du volant brille au soleil du matin. Cette petite barre rouge sur le volant coûte $30. Le traceur GPS caché sous le tableau de bord coûte $200. La tranquillité d'esprit de savoir que ma voiture sera là quand j'en ai besoin. Inestimable. Mon téléphone vibre. Le nom d'Estelle s'affiche à l'écran. Je décroche à la 3e sonnerie. Florence. Sa voix porte ce ton prudent que les gens utilisent pour tester la glace mince. Ta mère te manque terriblement. Je prends une gorgée de café, laissant le silence s'étirer. Estelle m'a appris le pouvoir d'une pause significative, même si elle n'avait probablement pas l'intention que je l'utilise contre ses campagnes de culpabilité. Ils sont encore en probation, mamie. Sûrement après tout ce temps. Ils ont mon numéro quand ils seront prêts à s'excuser. Je garde ma voix calme, même gentille. Pour le crime lui-même, pas seulement pour les conséquences qu'il leur a apportées. Le silence à son bout du fil en dit plus que des mots. Elle sait. Ils savent tous maintenant. Cette confession en salle d'audience a éliminé toute prétention que cela concernait un simple malentendu entre membres de la famille. Je comprends. Dit enfin Estelle, et pour la première fois de ma vie, je crois qu'elle comprend vraiment. Le lundi matin,
j'entre dans la salle de conférence principale du cabinet d'architecture en tant que Florence Wilson, associée senior. La promotion était arrivée 6 semaines plus tôt. Mes collègues se sont levés et ont applaudi lorsque les associés ont fait l'annonce. Chloé a saisi ma main sous la table et l'a serrée. Personne n'a mentionné le drame familial qui aurait pu tout faire dérailler. Ils ont respecté ce que j'avais fait, tout simplement. À présent, je dirige le projet de développement du centre-ville sur lequel j'étais autrefois assistante. Les jeunes architectes me cherchent pendant le déjeuner, me posent des questions sur les limites personnelles qui n'ont rien à voir avec le génie structurel. Mon histoire est devenue quelque chose que je n'avais jamais prévu, la preuve que s'affirmer ne détruit pas une carrière, parfois cela la sauve. La lettre arrive un mardi, exactement 1 an après la date du tribunal. L'écriture de Griffin tremble sur l'enveloppe, mon nom et mon adresse à peine lisibles. Je reconnais son écriture des cartes d'anniversaire de notre enfance, à l'époque où maman le forçait à écrire des remerciements pour les cadeaux que j'avais économisés pour lui acheter. Je l'ouvre debout près de ma boîte aux lettres. Pas d'excuses. Pas de demande. Juste 3 paragraphes où il admet suivre une thérapie 2 fois par semaine, assister à des réunions des alcooliques anonymes, travailler sur les raisons pour lesquelles il pensait que le monde lui devait mes biens. Il assume sans me demander de lui pardonner, de répondre ou de faire quoi que ce soit de ces informations. Je replie la lettre dans son enveloppe et la range dans le tiroir de mon bureau. Progrès constaté. Aucune réponse nécessaire. Peut-être jamais. Ce choix m'appartient désormais. Le vendredi soir, Rachel et Chloé arrivent chez moi avec de la nourriture taillée et une bouteille de vin. C'est devenu une tradition mensuelle, ces dîners avec la famille que j'ai choisie plutôt que celle où je suis né. D'autres amis passent selon les emplois du temps. Ce soir, nous ne sommes que 3. Ma sœur a tenté le chantage de Noël, dit Rachel en piquant un morceau de poulet. Je lui ai dit que mon appartement accueillait 6 personnes confortablement, et qu'elle faisait la 7e. Les limites tiennent bon, demande Chloé. Comme des murailles. Nous trinquons, partageons des histoires de proches qui ont finalement arrêté d'appeler, de cousins qui se sont excusés des mois plus tard, de parents qui ont compris que l'amour exige du respect. Mon histoire n'a rien d'unique autour de cette table. Cette constatation me réconforte plus que n'importe quelle réunion de famille ne l'a jamais fait. Plus tard, seul dans mon appartement, je sors mon journal. Vieille habitude, nouveau but. J'écris sur les schémas que j'ai brisés, sur les leçons qui m'ont coûté une famille mais ont sauvé mon identité. J'écris sur le programme d'architecture que je n'ai jamais pu intégrer à 17 ans et sur la manière dont j'ai construit cette carrière malgré tout. Malgré eux, pas grâce à eux. Ma réussite m'appartient, personne d'autre n'a droit au mérite. Avant de me coucher, j'installe la dernière pièce de mon système de sécurité. La clé de secours qui pendait autrefois au crochet chez mes parents repose désormais dans mon coffre bancaire. Toutes les protections que la loi permet, je les ai acquises. Police d'assurance mise à jour avec l'historique complet des vols. Documents classés et sauvegardés en 3 endroits. Mon dernier écrit se termine par des mots que j'ai besoin de voir de ma propre main, la famille n'est pas celle où l'on est, mais celle qui respecte votre valeur. Le sang n'accorde aucun droit d'accès à votre vie. L'amour n'exige pas l'autodestruction. Je me suis sauvé. Je le referai. Je ferme mon journal, éteins la lumière et m'endors paisiblement.